Au sommaire de cette édition, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar met en garde l'opposition contre toute tentative de blocage de l'Assemblée nationale. Pour Moustapha Diakhaté, le sabotage voulu par Oumar Sarr et compagnie ne passera pas. Le combat de l'opposition est une bataille perdue d'avance, ce que pensent certains dans la banlieue dakaroise. Histoire de rapport de force, Ziguinchor, une nouvelle monnaie qui n'a rien à voir avec le CFA, a été mise en circulation avant d'être vite retirée. La gendarmerie a mis aux arrêts le fabricant qui devrait être présenté au procureur aujourd'hui. La Tamkharit, célébrée ce vendredi, c'est le 10e jour du nouvel an musulman. Côté festif, tout n'est pas au point pour certaines familles frappées par la pauvreté. Bonjour Barthélémy Ngom. Bonjour Antoine. L'actualité internationale, les titres. La Côte d'Ivoire aux urnes dimanche prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle. La campagne s'achève ce vendredi à minuit. 8 candidats sont en lice. Une population en quête d'apaisement au Congo-Brazzaville. Dernier jour de campagne également ce vendredi pour un référendum contesté. Le vote aura lieu dimanche et les Congolais appellent à la responsabilité de leurs hommes politiques. Afrique du Sud, la mobilisation des étudiants ne faiblit pas depuis plus d'une semaine. Ils manifestent contre l'augmentation des frais de scolarité à la prochaine année scolaire. Les titres sport avec Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Polémique autour de la non-désignation du roi et de la reine pour la saison 2014-2015. Les spécialistes de la balle orange tirent à boulet rouge sur la fédération. Football, dernière étape pour la qualification au CHAN Rwanda 2016. Les Lions locaux face à leur destin. Le Sénégal croise la Guinée-Conakry demain à Demba Diop. Déjà, les supporters donnent leur avis dans 12 heures. Critique média avec Mohamed Ali Mouba. Et puis point de vue sur la décision de l'opposition de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce sera aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'opposition parlementaire et la majorité dans une logique de combat alors que les adversaires du pouvoir menacent de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour obtenir gain de cause dans l'affaire du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Le groupe majoritaire met en garde Oumar Sarr et compagnie contre toute tentative de sabotage de la marche de l'Assemblée nationale. Écoutons à ce propos Moustapha Diakhaté. Il est joint par El Hadj Daouda Diouf. Je suis très indigné par les déshonorantes fanfaronnades de l'opposition proclamant qu'ils vont boycotter l'institution parlementaire. Je sais qu'ils n'en ont pas les moyens, mais le fait même de l'imaginer et de mon point de vue, c'est scandaleux et inacceptable en démocratie. Ils estiment être lésés, nous sommes dans un état de droit, ils peuvent recourir aux instances compétentes pour établir dans le droit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, nous, à l'Assemblée nationale, n'avons rien à nous reprocher. Nous étions face à un problème de revendication, de direction d'un même groupe qu'il fallait trancher. Et sur ce, nous l'avons fait sur des bases légales. Pour la simple et bonne raison, c'est que la lettre que M. Oumar Sarr nous a envoyée n'a aucune base légale, n'a aucun fondement. Parce qu'Oumar Sarr, dans le groupe libéral et démocrate, des libéraux et démocrates, n'a pas qualité et titre pour parler à un autre nom. C'est sur cette base que l'Assemblée nationale a considéré sa lettre comme irrecevable et cela a été fait par les 13 membres présents lors du bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, ils vocifèrent, ils gesticulent, mais ce que je sais, c'est que devant eux, la République sera ferme et on n'acceptera aucun désordre à l'Assemblée nationale, aussi bien en commission qu'en plénière. Cela, ils doivent se le tenir pour qui. Le feu qu'ils veulent allumer va certainement les consumer eux-mêmes. Voyons maintenant ce que certains citoyens pensent de cette bataille que l'opposition veut engager. Noble, disent-ils, mais elle est perdue d'avance au vu des rapports de force. Reportage à Guédiawaye. Salut Sow. Parapluie à la main gauche, le professeur de mathématiques se protège de la fine pluie. Pile de journaux et téléphone portable à la main droite. L'homme à la taille imposante distribue des petits sourires en passant. Interpellé sur la nouvelle démarche du cadre de concertation de l'opposition consistant à paralyser l'hémicycle faute de groupe parlementaire reconnu, l'enseignant approuve. Je pense qu'il faut engager le bras de fer. Well, moi, je pense qu'il faut. Je ne dirais pas que c'est gagnant, parce que je ne suis pas de l'opposition, je ne suis pas du pouvoir, je suis un observateur, parce que dans ce pays, ce qui se passe là, les gens voudraient réduire à
à néant toutes les vérités de contestation. Nous disons que ça ne doit pas se passer comme ça. Dans un pays, il faut un État fort, mais une opposition forte. Donc c'est leur combat politique, nous observons. Un combat politique perdu d'avance, selon cet autre homme rencontré chez le vendeur de journaux. Dans son grand boubou vert, Mbaye Diokhane, étonné par la stratégie de l'opposition, s'interroge. Comment, par exemple, l'opposition pourra bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Je ne vois pas, parce qu'ils n'iront pas avec les mains. Quand on ne va pas avec les mains, on doit aller, par exemple, avec l'esprit. C'est-à-dire, la pensée et la réflexion. Et la réflexion n'est pas acceptée. La pensée n'est pas consommée, ne veut pas être consommée. Donc, Mandal, exactement, réellement, pour vous dire exactement que ça aura lieu, je ne pense pas. C'est aussi l'avis de la plupart de nos concitoyens interpellés sur la question. C'est certes un combat noble, engagé au nom de la démocratie, mais aussi perdu d'avance au nom de cette même démocratie, selon nos interlocuteurs. Salif Sow Guédiawaye, Radio Futur Média. Politique toujours. Modou Diagne Fada peut bien compter sur le soutien de l'UJTL de Louga. Ses jeunes frères de parti sont formels. Si l'exclusion de Fada du PDS est confirmée, l'UJTL de Louga va quitter le navire bleu. La correspondance d'Abdoulaye Sambou. La brouille qui secoue le Parti démocratique sénégalais ne laisse pas indifférent les libéraux de Louga, surtout les jeunes. Ces derniers n'approuvent pas du tout l'exclusion de Modou Diagne Fada. Ils menacent d'ailleurs de quitter le navire bleu si jamais l'exclusion du président du conseil départemental de Kébémer est confirmée. Adama Gueye, secrétaire général adjoint de la section féminine de l'UJTL Louga. J'invite tous les PDS authentiques qu'ils viennent soutenir Modou Diagne Fada parce qu'il est brave. Il ne faut pas humilier les gens. Modou Diagne Fada est le fils du PDS. Donc il ne faut pas l'humilier. Ça, c'est pas normal. Donc dans ce cas, j'invite le PDS authentique pour qu'ils viennent soutenir Modou Diagne Fada. Et ici à Louga, nous, l'UJTL, nous sommes prêts pour soutenir Modou Diagne Fada. Tous les UJTL à Louga, commune et Louga département, nous sommes prêts pour soutenir Modou Diagne Fada. S'il sort du PDS, l'UJTL va sortir du PDS. Parce que l'exclusion de Modou Diagne Fada, c'est aussi l'exclure l'UJTL, les jeunes du parti. Diagne Fada peut aussi compter sur ces jeunes dans son combat à l'Assemblée nationale. Adama Gueye. C'est le PDS qui l'a mis groupe parlementaire, mais c'est la loi qui l'a retenu. C'est pas le PDS, parce que Fada est le député du peuple. Il n'est pas le député du PDS maintenant, il est le député du peuple. Donc c'est la loi qui l'a mis à l'Assemblée nationale. Pour démontrer leur fidélité, les jeunes libéraux de la capitale du Ndiambour demandent à Fada de descendre sur le terrain. Abdoulaye Sambou Louga, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM, Antoine Diouf. Ziguinchor, une affaire de fabrication d'une nouvelle monnaie d'effraie la chronique. Le fabricant de cette monnaie, dénommée Sen Khalis, est en garde à vue au commissariat de police de la ville. Il devrait être présenté au procureur aujourd'hui. Max Euclid Kansani. C'est ce 17 octobre que l'affaire a éclaté après une descente de la gendarmerie au quartier Néma 2, précisément au domicile du chef de quartier. Sur place, une liste d'adhérents à la dite société fiduciaire d'appui au développement local, Sofadel, société qui a homologué et fabriqué ces billets mis en circulation dans la région depuis quelques semaines, est dénommée Sen Khalis, explique les documents dont nous avons possession. Le promoteur Michel Bazan et un de ses collaborateurs, Ndiagafal Djaka, ont été entendus au préalable par les lignées de la gendarmerie de Néma. Ce mercredi 21 est placé en garde à vue au commissariat de police. C'est hier jeudi que le principal cerveau a été reçu par le procureur pour être entendu sur le fond avant de bénéficier de retour de parquet. Aujourd'hui, vendredi, l'accusé sera fixé certainement sur son sort, nous apprend une source judiciaire. Ajoutez que sur chaque billet Sen Khalis figure Waldjodjonjaï qui symbolise sur les spécimens en circulation le désir des promoteurs de réaliser l'indépendance économique et l'autonomie de leurs membres. Une monnaie qui devrait être épargnée dans un fonds commun d'investissement et de garantie des billets qui égale le CFA. En effet, un franc CFA coûte un Sen Khalis sur les documents des billets mis en circulation alors que la BCAO avait émis un avis défavorable. Ziguinchor, Max Euclid Company, RFM. Ce vendredi est jour de Tamkharit, c'est le 10e jour de l'an musulman. À cette occasion, c'est le traditionnel couscous qui est servi dans les différentes familles. Et si dans certaines, il y en a à gogo, ce n'est pas le cas dans d'autres qui sont étranglés par la pauvreté. Un sujet de Mantouré. Certes, l'âge l'a affaibli, mais il croule sous le poids de la pauvreté. Amadou a un nom d'emprunt car il ne lui reste que sa dignité pour vivre.
un besogneux presque. Son travail, il l'a perdu. En ce jour de Ashura, pas un seul centime à donner à sa femme. Le couscous avec de la viande grasse et à gogo, c'est pour les autres. Lui et ses enfants ont le choix entre mâcher du pain ou dessécher avec de la bouillie une gorge nouée par la misère. Nous allons faire comme tous les soirs, essayer de prendre de la bouillie avec du riz ou du pain, parce qu'on n'a que ça. Même si c'est vrai que d'autre part les gens font du couscous et tout, mais nous, on ne peut que donner à la famille ce que l'on a. Les temps sont durs, c'est vraiment difficile. On prie pour que peut-être qu'on ait gagné le meilleur, mais pour l'instant, c'est du pain pour les enfants, de la bouillie pour les plus grands, c'est ça. On peut donner que ça. Lui, sans le micro, il peut se confier. Le repas du soir n'est pas encore assuré. Il cherche et il cherche encore. Dernier trouvaille, un jeu de hasard, avec de la chance peut-être. Il peut gagner le jackpot. Mais en attendant, je l'ai fait de peu que j'avais à la maison. Maintenant, on se débrouille et il y a aussi madame qui va nous aider. Un autre père de famille, une situation moins grave. Mais la pauvreté est toujours là. Madame aussi est là pour sauver les apparences. Les moyens ne sont pas assez consistants. Mais moi, si vraiment je suis à sec, si j'ai rien, alors c'est madame qui a fait. En cette fête de Nouvel An musulman, en lieu et place de la joie, la pauvreté finit triste. La Tamkharita Kaolack, la mairie de la localité a livré des bœufs aux familles religieuses. C'est pour les aider à prendre en charge leurs nombreux talibés. Ibrahim Diamé. C'est nuitamment qu'une délégation de la mairie a fait le tour des foyers religieux de la commune pour leur distribuer des bœufs afin de leur alléger la tâche dit-elle à l'occasion de la fête d'Ashura, communément appelée Tamkharit. Madame Djigan Wandé, chef de cabinet du maire Maria Massar, a porté la parole de la délégation. À cette veille de Tamkharit, Madame le maire Maria Massar a décidé de soutenir les familles religieuses comme elle a l'habitude de le faire. On a fait le tour des familles religieuses qui se trouvent à Kaolack pour apporter là-bas des bœufs pour les soutenir pour la Tamkharit. Ces chefs religieux-là ont derrière eux vraiment beaucoup de talibés qui dépendent d'eux et à chaque fois qu'ils viennent leur voir pour demander de l'appui. Donc, Madame le maire a jugé nécessaire de les appuyer pour les faciliter un peu la tâche. Medina Baye, Léona Yassine, Léona Kanen, Pensier Seigne Bassirou ainsi que d'autres foyers religieux ont reçu leur part. Un geste bien salué par ces chefs religieux qui ont formulé beaucoup de prières. Cheikh Tidiane Cissé et l'imam de la grande mosquée de Medina Baye. Une douzaine de bœufs a été achetée par la mairie et outre les foyers religieux, des familles nécessiteuses ont reçu leur aide de la part de la municipalité de Kaolack. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Antoine Diouf. Santé à Matam, il y a 41 enfants décédés depuis le mois de janvier. C'est du fait de la malnutrition dont le taux de prévalence est très élevé dans la région. Les autorités médicales invitent les partenaires et autres organismes à accentuer leurs efforts dans la lutte contre la malnutrition pour sauver les enfants. L'appel d'Ali Bandelian. 41 enfants décédés depuis janvier 2015 dans la région de Matam. Des chiffres qui ne concernent que les centres de secours de suivi des trois départements qui préoccupent les autorités médicales. Malgré tous les efforts consentis jusque-là, la région de Matam garde toujours le taux le plus élevé de prévalence de la malnutrition. Tirant le bilan des activités en cours, les autorités médicales préconisent une contre-offensive. Dr Doudou Sen est le médecin-chef de la région médicale de Matam. Ça nous a permis de voir que la situation de la malnutrition quand même demeure une des préoccupations majeures de la région médicale. Que les données que nous avons démontrées nettement, malgré qu'il y a une amélioration quand même des indicateurs de performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère dans la région, une très bonne évolution, notamment le taux d'abandon qui a beaucoup diminué, mais quand même les cas de malnutrition dans la région persistent quand même, malgré l'énorme effort que nous ne cessons de faire avec l'appui des partenaires, notamment ACF, UNICEF, HKI. Le grand souci qui reste, c'est l'intervention des autres secteurs. Peut-être de se féliciter de l'engagement qu'avait pris le gouverneur de redynamiser le comité régional de lutte contre la malnutrition pour permettre vraiment que l'ensemble des acteurs puissent prendre à bras le corps phénomène qui persiste depuis 2009 jusqu'à nos jours. En plus des actions du programme national
nationale contre la malnutrition pilotée à partir de la primature, les nombreuses autres organisations comptent elles aussi accentuer leurs interventions. C'est le cas de l'ACF, Action contre la faim, qui vient de rencontrer les autorités médicales de la région sur la question. Matam, Ali Bandelian, RFM. Mairie de Rufisque, une foule immense à la recherche de pièces d'état civil. C'est le scénario noté par notre correspondant permanent dans la vieille ville. La plupart sont des élèves qui veulent constituer leur dossier à l'école parce qu'ils sont en classe d'examen et ils ont attendu le dernier moment pour le faire. Rufisque, Isidore Alexandre Sen. Devant le centre d'état civil à l'hôtel de ville, la queue est longue. Les individus qui ont fait le déplacement sont pour la plupart des élèves. C'est la période des inscriptions à l'école. Les 3 mois de vacances n'ont pas été profitables au potage pour disposer de leurs pièces d'état civil. Les priorités étaient ailleurs. Marielle Diallo, Hassan Famb, futur candidat au baccalauréat. Je suis venue pour légaliser une papier pour inscrire à l'école. Pourquoi tu l'as pas fait pendant les vacances? Non, c'est juste que j'y étais pas ici, quoi. C'était ma mère, c'est ça. Je vais prendre le temps, quoi. Vous faisiez quoi? Je travaille. Je suis là depuis hier, oui. On m'a dit qu'il y a plein de personnes qui sont déposées là. Nous sommes dans le bureau de Cheikh Tidiane Faye, officier d'état civil principal de la ville de Rufisque. Ici, on est très débordé, mais toutes les dispositions sont prises. C'est la période des risques, parce que ce sont les ouvertures des classes. Bon, au Sénégal, on attend jusqu'à la dernière minute, heureusement, que si on dépose les pièces de 9h, au plus tard 13h, ils vont récupérer les pièces. Pour ce qui concerne les légalisations pour les élèves, on les dépose automatiquement 30 minutes après, ils récupèrent ça. Ce rush pouvait être évité selon Mamadou Diouf, agent à l'état civil de Rufisque. Les gens ont l'habitude de venir tard pendant les vacances, en faisant une fois, en restant 1 mois de vacances, ils auraient dû dans les 2 mois restants venir chercher les papiers. Parents et élèves sont donc interpellés, sauf que l'habitude est d'une seconde nature, dit-on. Isidore Alexandre San, Rufisque, RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Barthélémy Ngom. Rebonjour Antoine. L'actualité internationale avec vous. Côte d'Ivoire d'abord, dernier jour de campagne aujourd'hui. Et nous allons justement à Abidjan retrouver notre envoyé spécial, Elhadji Ndiogou, bonjour. Bonjour Barthélémy. La Côte d'Ivoire vit justement les dernières heures de cette campagne électorale pour un scrutin dimanche prochain. Alors que peut-on retenir jusque-là? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les candidats mènent aujourd'hui leur dernier jour de prêche aux voix. La campagne électorale qui a démarré le 9 octobre dernier. La plupart des candidats tiennent leur meeting de clôture à l'intérieur du pays. C'est le cas, par exemple, de Pascal Affi N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo détenu à la CPI. Lui, il sera aujourd'hui dans son fief, Bougaouna, situé à l'est de la Côte d'Ivoire. Ce sera cet après-midi pour son meeting de clôture. Mais auparavant, il est attendu à Daoukro, le fief de Henri Konan Bédié, mais aussi à Agniki Beklo, une autre localité pour les autres candidats. Difficile de connaître l'agenda pour cette clôture de campagne. Le président sortant, lui, Alassane Ouattara, qui est en sortie de clôture au plateau. Ce sera après une caravane dans la capitale ivoirienne. Alassane Ouattara, grand favori de ce scrutin, a annoncé hier lors d'un meeting une réforme constitutionnelle s'il est réélu. Il dit qu'une réforme portant sur l'article 35 relatif à l'ivoirité sera votée et mise en vigueur. Un article qui stipule, l'article 35, que les candidats à la présidentielle doivent être de nationalité ivoirienne, mais aussi de père et de mère de nationalité ivoirienne. On se souvient que c'est cette acte-là qui lui avait barré la route et qui avait embrasé la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010. 8 candidats donc briguent les suffrages des Ivoiriens. Le scrutin est prévu dimanche, mais 3 se détachent du lot. Il s'agit du président candidat Alassane Ouattara, de Charles Konan Banny, ancien premier ministre et ancien gouverneur de la BCEAO, et de Pascal Affi N'Guessan, le leader du SPI. Elhadji Ndiogou, en somme, 8 candidats sont en liste. Mais aujourd'hui, comment se présente le climat politique si l'on sait que globalement, la campagne présidentielle s'est déroulée dans le calme?
justement, le calme, c'est ce qu'on a noté pour cette campagne électorale. Jusqu'ici, aucun incident n'a été signalé, ce qui fait croire à beaucoup que le scrutin de dimanche pourrait se passer dans la sérénité, mais aussi dans l'apaisement. En tout cas, c'est le souhait des observateurs. Certains que nous avons rencontrés sont confiants que le scrutin va se dérouler dans la transparence, mais aussi dans le calme. À dire que Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre du Sénégal, est présente à Abidjan. Elle dirige la mission d'observation de la CEDEAO Barthélémy. Merci beaucoup, Elhadji Ndiogou Diène. Signaler, Antoine, que les observateurs commencent d'ailleurs à se déployer sur le terrain en Côte d'Ivoire pour surveiller le scrutin prévu donc dimanche prochain. Merci beaucoup à Elhadji Ndiogou Diène en direct d'Abidjan. Situation donc calme en Côte d'Ivoire, tout le contraire du Congo. La campagne pour le référendum de dimanche a été émaillée de violence. L'opposition a violemment manifesté contre cette volonté du président Denis Sassou Nguesso d'organiser un référendum constitutionnel. Les opposants estiment que cela lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2016. Les violences au Congo-Brazzaville inquiètent justement la population qui appelle au calme. Mariama Bouchabi. Dernier jour de campagne, ce vendredi avant le référendum sur la nouvelle constitution. Un référendum contesté par les Congolais qui estiment que cela permettrait à Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. Cette contestation a fait l'objet de beaucoup de violences et de plusieurs meurtres. Une situation qui a mis en péril l'équilibre et la paix du pays. Une dénommée Christine, accablée par tous ces ravages, dit-elle, est partante pour le référendum. Cette femme d'une cinquantaine d'années trouve que le référendum est la seule issue pour retrouver le calme d'avant. D'un autre côté, Aimé, citoyen congolais, propose que les différents partis trouvent un compromis. Ces citoyens de différents quartiers du Congo se disent meurtris par ce déchirement. Ils veulent que la tranquillité revienne et que les hommes politiques prennent leurs responsabilités. Car, référendum ou pas, les citoyens du Congo n'ont plus confiance aux hommes politiques. Mariama Boudiavi, stagiaire à la radio Futur Média, a signalé que l'Union européenne s'inquiète de la situation au Congo-Brazzaville. Bruxelles fait quelques recommandations pour mettre un terme aux violences qui ont suivi l'annonce du président Denis Sassou Nguesso. L'UE rappelle dans un communiqué que la liberté d'expression et d'association doit être préservée. Pour cela, donc, Bruxelles recommande un dialogue inclusif. Un autre pays qui s'apprête à organiser, Antoine, des élections dimanche prochain, c'est la Tanzanie. Il s'agit d'élections générales, municipales, législatives et présidentielles à un tour le même jour. Le président sortant, Jakaya Kikwete plutôt, ne se présente pas. La Constitution ne le lui interdit. Il a fait 2 mandats. Et la Tanzanie est l'un des rares pays d'Afrique où aucun président n'a jamais cherché à changer la constitution. 8 candidats également s'affrontent. En Afrique du Sud, justement, les étudiants continuent de manifester contre l'augmentation des frais de scolarité à la prochaine rentrée. Le mouvement s'est intensifié ces 2 derniers jours. Hier, ils ont manifesté à Pretoria, non loin du palais présidentiel, et à Johannesburg, devant le siège de l'ANC. Jacob Zuma, le président de la République, va d'ailleurs rencontrer ce vendredi les leaders du mouvement. Dans un communiqué, la présidence souligne que Jacob Zuma comprend parfaitement les revendications des étudiants, surtout que certains parmi eux viennent de milieux pauvres et de milieux ouvriers, donc incapables de payer leurs frais scolaires. Merci Barthélémy Ngom pour cette page internationale. Critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, affirmé. Critique média, c'est l'affaire de Mohamed Ali Mouba. Bienvenue. Nos télévisions tiennent-elles compte du background quand elles procèdent à des recrutements, journalistes et animateurs y compris? Le plastique, la beauté ne prennent-ils pas le pas sur le contenu? En tout cas, beaucoup pensent que ça ne vole pas trop haut sur les plateaux de télévision. C'est le nivellement par le bas. Ousmane Sen, bonjour, vous êtes directeur de l'information à Walfadjri. Déjà, quels sont les critères que vous mettez en avant quand vous procédez à des recrutements? Bon, à notre niveau, c'est à la fois le contenu et le contenant. Parce qu'en fait, aussi au niveau de la télévision, c'est vrai que la télé, c'est l'image, mais aussi c'est bon aussi d'améliorer le contenu. Mais Ousmane, avouez quand même que ça vient de partout chez vous aussi. Non, c'est une question de passion. Maintenant, il y a des gens de tout acabit qui ont quitté leur métier pour partager la vedette avec donc ces présentatrices d'émissions ou d'éditions.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, on assiste à un milieu très polluant, ça il faut le reconnaître. Et merci Ousmane, bienvenue. Boubacar Ba, vous faites partie du top management de GFM, le groupe Futur Média. Comment procédez-vous au recrutement? Je vous dirais simplement que GFM, quand même, à mon humble avis, c'est partie des médias de la place les plus rigoureux sur ce plan-là. Voilà, le recrutement ne se fait pas complètement comme ça au hasard. On vous reproche souvent de préférer la beauté au background, le contenu. Que répondez-vous? Je ne suis pas d'accord avec cette avis-là parce que le constat devrait être différent. C'est pas ça le vrai constat. Le constat, c'est que les gens, pour la plupart du temps, connaissent les animateurs et puis leur quotient intellectuel transparaît tout de suite quand ils sont à l'antenne. Maintenant, quels sont les besoins de la chaîne par rapport à des personnes? Est-ce qu'on a besoin que ce soit un universitaire ou une universitaire, ou est-ce qu'on a besoin que ce soit juste une personne qui corresponde au profil au profil indiqué? Et ça, c'est le deuxième aspect qui est important. C'est connu, les meilleurs animateurs, aujourd'hui, les meilleurs animateurs de télévision au Sénégal sont des personnes quasiment illettrées, qui donnent le plus de satisfaction à leurs téléspectateurs. Vous voulez nous dire, Boubacar Ba, que c'est l'audience qui prime? On n'est pas proche là de l'abrutissement? Écoutez, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est ce que vous pensez, mais c'est pas ça que je dis, mais j'ai dit exactement le contraire. Répétez donc, pour que je comprenne. Un animateur ou un présentateur, c'est un besoin spécifique en matière de programme. C'est le programme qui existe d'abord. Merci Boubacar Ba, bienvenue Jacques Sow. Vous êtes formateur en télévision au CESTI. Partagez-vous l'idée de vos interlocuteurs? Vous savez, en Europe, c'est Berlusconi en Italie qui a lancé ce type de télévision où c'était des starlets qui venaient avec leur plastique et tout pour donner des informations. Mais c'est le contenu quand même qui compte dans notre métier. S'il y a aucun contenu, des trucs superficiels, je pense quand même qu'on ne fait pas une meilleure vision formatrice, surtout dans notre pays sous-développé. Je pense qu'il y a quand même cet aspect d'entretenissement. Ne pas suivre à 100% le public, mais évidemment respecter les attentes du public, mais ne pas le suivre dans ses plus bas instants. Merci à tous. Critique Média, c'est fini. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans un point de vue aujourd'hui, on parlera de la décision de l'opposition de bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous aurez l'occasion de vous prononcer sur le sujet du jour. Malal Junior Diagne, bienvenue. Merci Antoine. Du football en ouverture de cette page des sports, Sénégal-Guinée, l'heure est à la mobilisation chez les supporters. Du côté sénégalais comme du côté guinéen, l'on se prépare à aller au stade demain samedi pour pousser ses joueurs à la victoire. L'enjeu du match, une place de qualification pour le CHAN Rwanda 2016. Le match Sénégal-Guinée est prévu demain à 17h au stade Demba Diop. Les Guinéens avaient remporté la manche aller à Bamako sur le score de 2-0. Nous entendrons le reportage de Sodekam au cours de cette édition. Le basketball, les acteurs divisés sur la décision des fédéraux qui consiste à ne pas élire le roi et la reine cette année. Pourquoi une telle décision? Pourquoi la Fédération sénégalaise de basket a décidé de ne pas élire le roi et la reine du basket? Bamba Kassé, chargé de la communication de la Fédération sénégalaise de basket, a répondu à la question. On ne parle même pas de couronnement, mais il n'y aura pas de désignation de ces deux distinctions qui sont des distinctions individuelles. Vous savez, une saison n'est complète réellement que si à l'issue les champions sont connus et les vainqueurs des équipes du Sénégal également sont connus. Mais également, une saison ne peut se faire habituellement que si les distinctions individuelles, le roi et la reine de la saison, sont connus. Bon, malheureusement, cette année, nous sommes dans une saison exceptionnelle à tout point de vue. C'est une saison qui a démarré depuis des mois, mais qui aujourd'hui, jusqu'au mois d'octobre, qui habituellement est le mois de préparation de l'avant-saison, se poursuit. Donc, cela est la principale raison qui fait que
pour ne pas allonger davantage la saison, pour ne pas allonger davantage nos compétitions, tant collectives et individuelles. Cette année, il n'y aura malheureusement pas de roi et de reine. Une décision que le journaliste sportif Amadine Sy ne cautionne pas. Pour lui, la fédération a l'obligation d'élire le roi et la reine. Amadine Sy est journaliste au quotidien Le Populaire. C'est une grosse erreur de la part des nouveaux dirigeants de la Fédération sénégalaise de basket, parce que s'ils n'ont pas de moyens, il pouvait se passer quand même de la cérémonie de couronnement, mais l'élection en tant que telle devait s'organiser parce qu'on doit élire un roi et une reine au niveau du basketball sénégalais. Cette année, on a constaté que c'est la saison la plus longue de l'histoire du basketball sénégalais. Et durant cette saison, il y a des jours qui se sont émergés. On ne peut pas dire qu'au niveau du basket féminin, des championnes d'Afrique comme Ndaysen et Ramata Dao qui ont réalisé le doublé, une championne d'Afrique comme Sabet Diatta qui a fait une bonne saison ne peut pas être élue reine du basket. C'est valable aussi pour les garçons. Si on regarde le championnat national masculin, on a eu 2 jours qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit d'Ibrahima Mengue qui a... C'était donc là la réaction de Amadine Sy, mais revenons un peu en arrière pour faire le point sur cette tradition de nomination du roi et de la reine. Depuis quand le Sénégal est dans cette histoire? Abdoulaye Diaw, chroniqueur à RFM, a répondu à la question. C'était au début des années 1970. Je me souviens, j'ai même pris part à une réunion qui était pour lire le projet qu'avait à l'époque le frère Emmanuel Quintal du collège Saint-Michel, qui pendant longtemps a été, lui, le frère Emmanuel du collège Saint-Michel, une des têtes pensantes du basketball sénégalais. Au début, c'était simplement une vitrine, une petite enveloppe, mais au fil du temps, c'est allé jusqu'au véhicule il n'y a pas longtemps sous Baba Tandian. Alors, c'était une excellente vitrine qui permettait aux basketteurs et aux basketteuses de travailler. C'était d'ailleurs une des distinctions de la saison les plus prisées, parce que chacun voulait être roi, chacune voulait être reine. S'il y a possibilité de continuer cela, eh bien, c'est bon pour les joueurs, c'est bon pour les joueuses et c'est bon pour le palmarès de la saison. Dernier acte de la saison de basket ce dimanche pour la finale de la Coupe du Sénégal chez les garçons. L'Union sportive de Ouakam défie le tenant du titre, l'Université Gaston Berger. Match à suivre en direct sur la RFM. Antoine, retour au football avec les supporters qui se mobilisent pour aller au stade sur les Cham. C'est le grand débat, le match Sénégal-Guinée pour la manche retour, surtout du côté des supporters guinéens. Babacar et Ousmane, 2 Guinéens, estiment que ce sera facile pour les Sili. Ce sera facile pour la Guinée avec 2 buts d'avance. Même un nul nous suffit. La confiance est aussi du côté des supporters sénégalais. As, un amoureux du football, confirme. On va battre la Guinée, ne vous en faites même pas. La manche aller, c'était un jour sans. Mais ce samedi, la Guinée verra un autre Sénégal. Je serai le premier à être au stade. Gagner ce match semble difficile pour cet ancien footballeur. Mais Mansourba fait confiance au staff technique des Lions locaux. On doit se réorganiser. S'ils ne gagnent pas le match, ils vont disparaître. Mais on peut dire que le coach va trouver les hommes nécessaires. Tout le contraire pour Al-Juma, qui ne prévoit pas d'aller au stade le jour J. Je ne suis pas prêt pour aller au stade. Nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de base, nous n'avons pas de politique durable pour le sport sénégalais. Chez les supporters du Sili national, le mot d'ordre est lancé. Tous au stade. Selon Amadou, un supporter. Ce sera un bon match. Toute la communauté guinéenne sera au stade. On va battre le pari de la mobilisation. Confiant, mais pas rassuré. Mamadou, supporter guinéen, pense qu'à Dakar, les Lions seront intraitables. Vu une victoire de la Guinée, mais en terre sénégalaise, on sait tous que ce sera difficile de battre les Lions. Un match qui s'annonce palpitant pour la qualification du CHAN Rwanda 2016. Ibrahima, un Guinéen qui opte pour le Sénégal. Je suis Guinéen, oui, mais je veux que le Sénégal gagne. Je vis ici, donc je prie pour que les Lions de la Teranga gagnent. Rendez-vous ce samedi au stade Demba Diop. Antoine, c'est tout pour le sport. Merci Malal Junior Gagne. RFM,